Ma mère a essayé de voler le fonds d'études de ma fille. J'ai posé une limite. Elle est toujours en colère, histoire de Reddit. Emma allait avoir 9 ans. 9 ans. L'âge où l'on est encore assez jeune pour penser que ses parents ont réponse à tout, mais assez grand pour commencer à réaliser que ce n'est pas le cas. Elle voulait une fête sur le thème des princesses, ce qui signifiait que mon ex-femme et moi avions passé la meilleure partie du samedi après-midi à accrocher des serpentins roses sur toutes les surfaces disponibles et à essayer de convaincre 12 fillettes de 9 ans que c'était, d'une manière ou d'une autre, l'expérience la plus magique de leur vie. Ça marchait, pour la plupart. Il y avait du gâteau. Il y avait de la pizza. Il y avait des enfants qui couraient dans le jardin comme s'ils s'étaient injectés du sucre directement dans les veines. Tout n'était que chaos, cris et cette joie particulière qui n'existe que dans les fêtes d'enfants. Ma mère est arrivée vers 14 heures, sa tactique habituelle. Se montrer une fois le plus gros du travail terminé, mais assez tôt pour participer à la dégustation du gâteau. Elle portait un cadeau emballé dans un papier qui semblait avoir été attaqué par une agrafeuse. Son énergie était de ce type maniaque spécifique qui signifiait généralement qu'elle était sur le point de faire quelque chose que mon thérapeute m'aurait conseillé d'anticiper. « Voilà ma princesse », dit-elle en se jetant sur Emma avec une intensité qui fit légèrement reculer mon beau-fils de 7 ans. Elle serra ma fille dans ses bras comme si elle la récupérait pour une prise d'otage, puis commença immédiatement à inspecter la fête du regard, comme si elle évaluait la pièce à la recherche d'opportunités de se donner en spectacle. De l'autre côté de la terrasse, mon ex-femme Sarah a croisé mon regard. Nous étions divorcés depuis 3 ans, mais nous partagions ce langage de coparentalité spécifique où un simple regard pouvait tout dire, ta mère est sur le point de faire quelque chose. J'avais raison. Environ 20 minutes après le début de la fête, ma mère tapa bruyamment dans ses mains, de la manière dont les adultes le font quand ils veulent que les enfants arrêtent de s'amuser pour leur prêter attention. Tout le monde, annonça-t-elle, sa voix tranchant le chaos comme un couteau dans un gâteau d'anniversaire. J'ai une annonce à faire. Les enfants s'arrêtèrent de courir. Les adultes se figèrent au milieu de leur conversation. Il y a quelque chose dans le ton spécifique que quelqu'un utilise lorsqu'il est sur le point de dire quelque chose d'important, et ma mère l'avait parfaitement maîtrisé. Je voulais dire quelque chose devant vous tous, poursuivit-elle en me regardant droit dans les yeux. Parce que c'est une affaire de famille, et je crois en l'honnêteté, même si elle est difficile. Je sentis la main de Sarah se poser sur mon bras. Un avertissement, un réconfort, une manière physique de me dire « attache ta ceinture ». Ma fille Lisa, dit ma mère en faisant un vague geste vers des personnes absentes, connaît quelques difficultés financières. Elle a fait des erreurs, mais elle fait partie de la famille, et la famille s'entraide. Je savais déjà où elle voulait en venir. J'ai donc décidé que j'allais utiliser l'épargne études d'Emma pour l'aider à rembourser ses dettes. C'est la bonne chose à faire. Votre cousine a plus besoin d'aide qu'elle n'a besoin de préparer son entrée à l'université. Il y eut un silence si pesant que l'univers entier semblait s'être arrêté pour voir comment j'allais réagir. La main de Sarah se resserra sur mon bras. L'un des autres parents regardait son téléphone, se demandant probablement s'il devait partir. Les enfants étaient confus. Âgés de 9 ans et moins, leur cerveau ne pouvait pas comprendre qu'un adulte venait d'annoncer, devant témoins, qu'il volait un enfant. Je posai ma bière. Vous voulez dire? Dis-je calmement, ma voix perçant le silence comme une arme d'un genre particulier. Le compte que j'ai fermé le mois dernier? Le visage de ma mère a traversé une série d'expressions complexes. Il est passé de la confiance à la confusion, puis à la défense en environ 2 secondes. Quoi, dit-elle. Le compte d'épargne études, répétai-je, toujours calme, assez bas pour que seuls les adultes proches puissent entendre. Pour Emma. Celui que j'ai fermé le mois dernier quand j'ai transféré tous les fonds sur son compte en fiducie auprès de la société de courtage. Celui qui porte mon nom est le sien, pas le vôtre. L'expression de ma mère changea. Sa confiance commença à se fissurer comme une fine couche de glace. Je n'ai pas, commença-t-elle. Vous n'y avez pas accès, ai-je terminé. Parce que vous n'étiez jamais censé y avoir accès. C'est le compte d'Emma, créé par moi, géré par moi. Votre accès a été révoqué il y a environ 30 jours, lorsque j'ai réalisé que vous laissiez entendre des choses sur la restructuration des finances familiales. Tu ne peux pas simplement, commença ma mère. C'est déjà fait, dis-je. Alors, je ne sais pas quel compte vous aviez l'intention de piller, mais ce n'était pas celui-là. Ma mère sortit son téléphone. Je l'ai regardé naviguer vers son application bancaire, la chercher le numéro de compte qu'elle avait apparemment mémorisé,
la regarder réaliser que je disais la vérité. Que as-tu fait, exigea-t-elle, sa voix devenant plus forte maintenant. Mon rôle de parent, dis-je. Ce qui inclut la protection de l'avenir de ma fille contre les personnes qui pensent avoir le droit de prendre des décisions concernant son argent. C'est son éducation, dit ma mère, sa voix montant comme si quelqu'un tournait activement un bouton de volume. C'est son avenir. C'est ma fille, dis-je, ma voix restant exactement au même niveau. Et je prends les décisions concernant son avenir, pas vous. Non pas parce que je ne vous fais pas confiance avec l'argent, bien que nous puissions certainement en parler, mais parce qu'elle est mon enfant et que je suis son père, et que c'est littéralement mon travail. Ma mère se mit à crier, à véritablement hurler. Pas seulement à élever la voix. Pas à parler fermement. Hurler, le genre de cri qui résonne dans un jardin rempli de fillettes de 9 ans et de leurs parents. Tu es égoïste. Hurla-t-elle. Ta sœur a besoin d'aide et tu es égoïste. Tout ça, c'est parce que tu veux tout contrôler. C'est parce que tu es ingrat pour toute l'aide que je t'ai apportée. Je vis le visage d'Emma devenir blanc. Je vis les autres enfants arrêter de jouer et commencer à nous dévisager. Je vis Sarah se lever, prête à intervenir si la situation dégénérait. Et je suis resté calme. Je pense que cette conversation doit avoir lieu ailleurs, dis-je en désignant les enfants qui regardaient maintenant leur grand-mère faire une crise de nerfs complète à leur fête. Je ne pars pas, dit ma mère. Je suis venu célébrer l'anniversaire de ma petite fille et être honnête avec cette famille sur ce qui se passe avec ta sœur. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas, vous avez raison, dis-je. Vous êtes venu pour ces raisons, mais vous êtes aussi venu avec l'attente que vous pouviez annoncer une décision financière concernant ma fille devant ses amis, et que j'accepterai simplement parce que vous êtes l'adulte dans la pièce. Et c'est cette attente qui est le problème. Ma mère ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma, puis l'ouvrit à nouveau. Elle fit cela 3 fois, comme un poisson essayant désespérément de trouver de l'oxygène sur la terre ferme. Tu fais une scène, dit-elle finalement, sa voix plus basse maintenant, mais aussi plus en colère, ce qui était en quelque sorte pire. Non, dis-je. C'est vous qui avez fait une scène. Moi, je suis juste là. Je suis juste honnête à propos d'une décision que j'ai prise il y a des mois pour protéger l'avenir de ma fille, pour qu'il ne soit pas sacrifié au mauvais choix financier de quelqu'un d'autre. Ta sœur a fait une erreur, dit ma mère. Ma fille n'a fait aucune erreur, ai-je corrigé. Et son épargne-études ne devrait pas être le prix de l'expérience d'apprentissage de sa tante. Ma mère est partie environ 10 minutes plus tard. Elle n'a pas dit au revoir. Elle a simplement marché jusqu'à sa voiture, est montée dedans et est partie tout en étant au téléphone, appelant probablement ma sœur pour lui expliquer pourquoi le plan avait échoué. Sarah a emmené Emma à l'intérieur pour l'éloigner des conséquences. Les autres parents ont lentement commencé à ramener leurs enfants en mode fête, bien que l'énergie soit nettement différente. La bulle magique avait éclaté. L'illusion que les adultes avaient tout compris avait été brisée devant une bande d'enfants de 9 ans. Je suis resté sur la terrasse, finissant ma bière et essayant de digérer ce qui venait de se passer. Ma mère avait, devant témoin, essayé de prendre l'épargne-études de ma fille pour la rediriger vers les dettes de ma sœur. Et quand elle avait réalisé qu'elle ne pouvait pas le faire parce que j'avais déjà protégé le compte, elle m'avait crié dessus en me traitant d'égoïste. Le renversement des rôles était si complet que c'en était presque vertigineux. Ce soir-là, une fois la fête terminée et les enfants au lit, Sarah et moi étions assis sur le porche arrière avec du vin au lieu de la bière. Tu savais qu'elle allait faire ça, dit Sarah. Ce n'était pas une question. Je m'en doutais, dis-je. Depuis 6 mois, elle fait des commentaires sur le fait que Lisa a besoin d'aide, que la famille devrait se sacrifier pour la famille, qu'Emma a toute la vie devant elle, mais que Lisa n'a que ce moment. Alors, tu lui as tendu un piège, dit Sarah. J'ai protégé ma fille, dis-je. Si vous voulez appeler ça un piège, soit. Je ne te critique pas, dit Sarah. J'observe simplement que tu as vu ça venir et que tu t'y es préparé. Bien sûr que je m'y suis préparé, dis-je. C'est ma mère. Je sais comment elle pense. Je sais qu'elle aime ma sœur plus qu'elle ne respecte mon autonomie en tant que parent. Je sais que si elle en avait l'occasion, elle pillerait absolument le fond d'études de ma fille pour résoudre le problème de quelqu'un d'autre. La question est, dit Sarah avec précaution, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'était la vraie question, n'est-ce pas? Ma mère venait d'essayer publiquement de voler ma fille. Elle m'avait crié dessus devant témoin pour ne pas l'avoir laissé faire.
Et elle était probablement en ce moment même en train de chercher un moyen de me convaincre que j'avais eu tort. Mon téléphone vibra. Un SMS de ma mère. Nous devons parler de ça. Tu ne peux pas simplement décider unilatéralement des finances familiales. Je n'ai pas répondu. Un autre SMS. Ta sœur souffre. Comment peux-tu être si cruel? Un autre. Emma doit savoir que la famille prend soin des siens. Un autre. J'appelle papa. Tu n'es pas raisonnable. J'ai désactivé les notifications et posé le téléphone. Elle part en vrille, observa Sarah. Oui, dis-je. Et je n'ai aucune responsabilité de l'en sortir. Même si c'est ta mère? Surtout parce que c'est ma mère, dis-je. Parce que si je la laisse dicter la façon dont je gère l'argent de ma fille en me basant sur la culpabilité ou l'obligation, alors j'apprends à Emma que les besoins des autres passent avant sa propre sécurité. Et je lui apprends que la manipulation est un moyen acceptable de résoudre les problèmes. Sarah hocha lentement la tête. Tu as beaucoup réfléchi à ça, dit-elle. Oui, dis-je, parce que ce n'est pas nouveau. C'est juste la première fois qu'elle a réellement essayé de passer à l'acte au lieu de simplement me faire culpabiliser. Mon téléphone vibra à nouveau. Mon père cette fois. Ta mère dit que tu es égoïste à propos du fonds d'études d'Emma. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai appelé au lieu de répondre par SMS. Salut, papa. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fonds d'études, demanda-t-il. Je lui ai expliqué la situation, la clôture du compte, l'annonce à la fête, le plan de secours que j'avais mis en place précisément pour ce genre de situation. Mon père est resté silencieux pendant un long moment. Bien, dit-il finalement. Bien. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il. Ta mère a de bonnes intentions, mais elle ne comprend pas les limites. Elle ne les a jamais comprises. Et Emma a besoin de toi pour protéger ses limites. Maman est en colère contre moi, dis-je. Bien sûr qu'elle l'est, dit mon père. Mais ça lui passera. Et tu dormiras mieux la nuit en sachant que l'avenir de ta fille est protégé. Il avait raison. Je dormirai mieux. Je dormais déjà mieux rien qu'en sachant que ma mère ne pouvait pas toucher à ce compte, même si elle essayait. Ma mère ne m'a pas appelé pendant 3 jours après la fête d'anniversaire. Au lieu de cela, elle a appelé tout le monde. Mon père a eu une version où j'étais un enfant égoïste qui ne comprenait pas la loyauté familiale. Ma sœur Lisa a eu une version où j'essayais de ruiner sa vie en refusant de l'aider dans sa crise. Mon frère a eu une version où j'étais en pleine crise de pouvoir à cause du divorce. Mes cousins ont apparemment eu une version où je comptais les points et étais vindicatif à propos de griefs familiaux passés. La seule version qui était réellement vraie que j'avais pris une décision financière concernant l'argent de ma propre fille pour le protéger d'être redirigé pour résoudre le problème de quelqu'un d'autre était en quelque sorte le récit le moins convaincant. Au 3e jour, une conversation de groupe familial que je n'avais pas vue active depuis des mois a soudainement explosé. Ma tante Jennifer, j'ai entendu ce qui s'est passé à la fête d'Emma. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses dans cette famille. Mon cousin Michael, c'est assez dur d'embarrasser ta mère comme ça devant d'autres personnes. Mon oncle Robert, ta mère essayait d'aider quelqu'un. Tu aurais pu gérer ça en privé. Personne ne se demandait pourquoi ma mère se sentait en droit de disposer de l'argent de ma fille. Personne ne se demandait s'il était approprié pour elle d'annoncer une décision financière concernant mon enfant sans me consulter. Ils acceptaient simplement la prémisse que j'avais fait quelque chose de mal en refusant. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le 4e jour, ma mère a appelé. Nous devons parler, dit-elle, sa voix adoptant ce ton qui semble calme mais aussi furieux. D'accord, dis-je. Pas au téléphone, poursuivit-elle. En personne. Ce week-end. Tu vas venir à la maison et nous allons avoir une vraie conversation sur la façon dont tu m'as traité. Je voulais lui demander ce que j'avais fait qui nécessitait un traitement différent, mais je savais déjà comment cette conversation se déroulerait. Elle énumérerait ses griefs. Elle parlerait de mon ingratitude. Elle évoquerait les fois où je l'avais déçue. Elle ferait en sorte que cela concerne mon caractère plutôt que la décision spécifique que j'avais prise. À quelle heure, ai-je demandé. Dimanche. 14 heures, dit-elle. Et ne viens pas avec des excuses. Dimanche à 14 heures, j'étais assis dans le salon de ma mère avec un café que je ne voulais pas et cette angoisse spécifique qui vient quand on sait qu'on est sur le point de se faire sermonner par quelqu'un qui ne veut pas écouter. Ma mère était assise en face de moi.
Mon père était positionné avec soin sur le canapé, dans ce que j'ai reconnu comme la position du territoire neutre. Il a croisé mon regard une seconde. J'y ai vu de la sympathie. Il savait ce qui allait arriver. Je veux comprendre, commença ma mère. Ce que j'ai fait de si terrible pour que tu ressentes le besoin de m'humilier devant une salle pleine de gens. Vous avez annoncé que vous alliez utiliser l'épargne-études de ma fille sans me le demander, dis-je calmement. C'est ce qui s'est passé. J'essayais d'aider ma fille, dit-elle. J'essayais d'être une bonne mère et une bonne sœur. J'essayais de montrer que la famille passe avant tout. Mais vous l'avez fait en prenant une décision sur l'argent de ma fille, dis-je, sans me consulter, sans me demander si j'étais d'accord. Vous l'avez juste annoncé comme si c'était une affaire conclue. Parce que je savais que tu dirais non, dit ma mère. Et voilà. L'aveu qu'elle savait que ce qu'elle faisait était mal, mais qu'elle avait décidé de le faire quand même. Exact, dis-je. Vous saviez que je dirais non parce que prendre le fonds d'études de votre petite fille pour payer les dettes de votre fille n'est pas une demande raisonnable. Alors, au lieu de faire la demande, vous avez juste annoncé la décision en espérant que je ne m'y opposerais pas, ce n'est pas juste, dit ma mère. J'essayais d'aider Lisa. Elle souffre. Elle a fait des erreurs, mais elle reste de la famille. Je ne suis pas en désaccord avec ça, dis-je. Lisa fait partie de la famille, et si vous voulez l'aider, c'est votre choix. Mais vous l'aidez avec votre propre argent, pas avec le fonds d'études d'Emma. Ce n'est pas que le mien, dit ma mère. C'est une affaire de famille. Ta fille profite de cette famille, de la façon dont nous prenons soin les uns des autres. Et elle en profitera, dis-je. Je prends soin d'elle. Mais cela ne signifie pas qu'elle doit son fonds d'études à des personnes qui ont pris de mauvaises décisions financières. Ma mère se leva. Tu es sans cœur, dit-elle. Tu as toujours été sans cœur. Même enfant, tu n'as jamais compris l'importance du sacrifice familial. Je le comprends très bien, dis-je en restant assis. Je comprends que le sacrifice ne doit pas provenir du fonds d'études d'une enfant de 9 ans. Je comprends que Lisa est une adulte et que ses problèmes financiers ne sont pas la responsabilité d'Emma. Ta sœur est noyée sous les dettes, dit ma mère, sa voix s'élevant. Noyée, et tu ne veux même pas aider. Je veux bien aider, dis-je. Je peux te donner de l'argent. Je peux l'aider à établir un budget. Je peux la mettre en contact avec un conseiller financier. Mais ce que je ne ferai pas, c'est te laisser piller l'avenir de ma fille pour résoudre la crise financière d'un adulte. Ça, ce n'est pas aider, dit ma mère. C'est être moralisateur. Non, dis-je. C'est être un parent. C'est protéger les intérêts de mon enfant au lieu de les sacrifier pour rendre la vie de quelqu'un d'autre plus facile. Mon père se racla la gorge. Je pense que ce avec quoi ta mère a du mal, dit-il avec précaution, c'est que tu as pris cette décision unilatéralement, sans en discuter avec personne. J'en ai discuté avec mon thérapeute, dis-je. J'en ai discuté avec Sarah. J'en ai discuté avec moi-même. J'ai fermé le compte qui était à mon nom, avec mon argent, que j'avais cotisé pour le bien de ma fille. Quelle discussion avais-je besoin d'avoir avec ma mère? Tu aurais pu venir nous voir, dit ma mère. Tu aurais pu demander. Tu aurais pu nous faire confiance pour prendre la bonne décision. Basé sur quoi, ai-je demandé? Sur le fait que vous avez essayé de prendre une décision financière majeure concernant ma fille sans me consulter? Cela ne semble pas être une preuve que je devrais vous faire confiance avec son argent. Ma mère se rassit. Je ne sais plus qui tu es devenu, dit-elle doucement. Je ne te reconnais plus. Je suis devenu quelqu'un qui protège sa fille, dis-je. Je suis devenu quelqu'un qui pose des limites. Je suis devenu quelqu'un qui ne laisse pas la culpabilité dicter ses décisions parentales. Peut-être que vous ne reconnaissez pas cette personne, mais cette personne est un meilleur père que je ne l'étais avant. Nous sommes restés silencieux un moment. Lisa m'a appelé, dit finalement ma mère. Elle était humiliée. Elle a appris ce que tu as fait en l'entendant de ses amis qui étaient à la fête. Je suis désolé qu'elle ait été humiliée, dis-je, et je le pensais. Mais ce n'est pas ma responsabilité de gérer ça. Ma responsabilité, c'est de protéger ma fille et de prendre des décisions financières saines pour son avenir. Même si cela te coûte ta relation avec ta mère, demanda ma mère. C'était la menace, n'est-ce pas? Si tu ne fais pas ce que je veux, je te forcerai à choisir entre être un bon parent et avoir une mère. Si vous dites que je dois choisir entre protéger Emma et garder votre approbation, dis-je,
alors je choisirai Emma à chaque fois, sans hésitation, pour le reste de ma vie. Le visage de ma mère se décomposa un peu. Ce n'est pas ce que je dis, dit-elle. Mais si, c'était exactement ça. Si, c'est le cas, dis-je doucement. Et je comprends pourquoi. Vous avez l'impression que je vous ai trahi. Vous avez l'impression que j'ai donné la priorité à ma fille sur vous, ce qui est vrai. Je l'ai fait. Je le ferai. Je donnerai toujours la priorité à ma fille sur vos sentiments. C'est égoïste, dit ma mère. Peut-être, dis-je. Mais c'est aussi de la bonne parentalité, et ça ne me dérange pas que vous me trouviez égoïste si cela signifie qu'Emma grandira en sachant que son père l'a protégée quand il le fallait. J'ai quitté la maison de mes parents 1 heure plus tard. Ma mère ne m'a pas serré dans ses bras pour me dire au revoir. Elle n'a pas dit qu'elle m'aimait. Elle a juste dit, « J'espère que tu sais ce que tu fais », d'une voix qui suggérait qu'elle espérait le contraire. Mon père m'a raccompagné à la porte. « Tu as fait ce qu'il fallait », dit-il à voix basse. « Ne la laisse pas te faire douter de ça. » « Je ne le ferai pas, dis-je. Mais ce serait plus facile si elle pouvait simplement l'accepter sans essayer de me faire porter le chapeau. Elle le fera, un jour, dit-il. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est encore en colère que tu ne l'aies pas laissé contrôler le récit. 2 semaines plus tard, ma sœur Lisa m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. « Salut, dit-elle, sa voix incertaine d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. « Salut, dis-je. Je voulais appeler plus tôt, dit-elle, mais j'étais gêné et en colère. Et je suppose que j'espérais que maman te convaincrait de changer d'avis. Elle a essayé, dis-je. Je sais, dit Lisa. Elle m'a appelé genre 6 fois par jour pendant 1 semaine pour me donner toutes les raisons pour lesquelles tu n'étais pas raisonnable. Et maintenant, ai-je demandé. Maintenant, j'appelle parce que j'ai commencé une thérapie, dit Lisa. Et mon thérapeute m'a aidé à comprendre que maman utilisant mon irresponsabilité financière comme levier pour prendre de l'argent à ma nièce n'est bon pour personne. Je sentis quelque chose bouger dans ma poitrine. J'ai dû déclarer faillite, continua Lisa. C'était terrifiant et humiliant, et j'ai détesté ça. Mais ça m'a aussi fait comprendre que ma dette est mon problème. Pas celui de maman, pas le tien. Le mien. Je suis désolé que tu aies traversé ça, dis-je, et je le pensais. Je suis désolé d'avoir laissé maman transformer ça en crise familiale, dit Lisa. J'aurais dû lui dire non. J'aurais dû dire, je me suis mise dans cette situation, je m'en sortirai. Mais c'était plus facile de la laisser être en colère contre toi que d'être responsable de moi-même. Tu es responsable maintenant, dis-je. C'est ça qui compte. Emma peut toujours venir à mon anniversaire le mois prochain, demanda Lisa. Où suis-je sur la liste noire permanente ? Je me mis à rire. Vraiment rire. Emma peut venir, dis-je. Mais tu es encore un tout petit peu sur la liste. C'est juste, dit Lisa. Je travaillerai pour en sortir. Au fait, ma mère est toujours en colère contre moi. 6 mois ont passé, et elle est toujours en colère. Elle continue d'évoquer la fête d'anniversaire comme si c'était une trahison personnelle. Elle continue de dire que j'ai mal géré la situation et que j'aurais dû venir la voir en privé. Mais elle n'essaie plus de prendre l'argent d'Emma. Elle n'annonce plus de plan pour piller son fonds d'études. Elle a appris, par une amère expérience, qu'il y a des limites que je ne franchirai pas. Emma aime toujours sa grand-mère, va toujours chez elle le samedi, l'appelle toujours pour parler de l'école, des livres et des choses qui comptent pour une enfant de 9 ans. Mais elle sait aussi, à un certain niveau, que sa grand-mère a essayé de prendre quelque chose qui lui appartenait et que son père l'en a empêché. C'est la vraie leçon, je pense. Pas que la famille est importante, pas que les limites sont importantes, mais que parfois, faire ce qui est juste vous coûte quelque chose. Et le faire quand même quand c'est difficile, est ce qui compte vraiment. 3 mois après la réunion de famille, ma mère s'est présentée à l'école d'Emma. Pas pour la récupérer. Pas pour une raison légitime. Elle est juste apparue sur le parking pendant que j'attendais qu'Emma sorte. Nous devons parler, dit-elle à travers la vitre de la voiture. D'accord, dis-je en la baissant. Mais pas ici. Pas à l'école d'Emma. Alors quand, exigea-t-elle. Tu évites mes appels. Tu évites mes messages. Tu ne viens pas au dîner de famille. Parce qu'à chaque fois que je le fais, la conversation se transforme en une tentative de votre part de me convaincre que j'avais tort à propos du fonds d'études, dis-je.
Parce que tu avais tort, dit-elle sèchement. Tu as pris une décision unilatérale sur les finances familiales, et tu ne veux même pas t'excuser. Ce n'était pas une décision familiale, dis-je. C'était ma décision concernant l'argent de ma fille. Ce sont deux choses différentes. Tu sais quel est ton problème, dit ma mère, sa voix devenant acérée. Tu te crois si intelligent. Tu te crois si juste. Mais tu es juste isolé et en colère, et tu punis cette famille de ne pas soutenir tes illusions. Mes illusions ont obtenu un contrat d'édition de 2,8 millions d'euros et ont figuré sur la liste des best-sellers du New York Times, dis-je d'un ton neutre. Oh, attendez, ça c'était l'autre gars. L'auteur divorcé de la tournée de promotion. Pas moi. Je suis le gars qui protège le fonds d'études de sa fille. Je pense que ça marche plutôt bien. Il ne s'agit pas de ton succès, dit ma mère. Il s'agit du fait que tu es devenu quelqu'un de froid et de distant. Tu es devenu quelqu'un qui ne valorise pas la famille. Je valorise la famille, dis-je. Je ne valorise simplement pas le fait d'être manipulé par la famille. Ce sont deux choses différentes. Emma sortit de l'école. Puis elle vit la voiture de ma mère et tout son corps se tendit. « Salut, mamie », dit-elle en montant sur le siège passager avec une lassitude qu'une enfant de 9 ans ne devrait pas avoir à développer. « Salut, ma chérie », dit ma mère, sa voix devenant immédiatement mielleuse. Je parlais juste à ton père de certaines choses. Quelles choses, demanda Emma en me regardant. Rien d'important, Emma, dis-je. On doit y aller. Attends, dit ma mère. Emma, je veux que tu saches que je t'aime très fort. Et je veux que tu saches que ton père et moi étions en désaccord sur quelque chose, mais cela ne veut pas dire que ta grand-mère ne se soucie pas de toi. Maman, dis-je, ma voix comme un avertissement. Je parle à ma petite fille, lança-t-elle sèchement. Emma, parfois les adultes font des choix qui sont blessants, et ton père a fait un choix qui m'a blessé. Mais je veux que tu saches que j'essaie de comprendre pourquoi il pense qu'il avait raison. Il avait raison, dit Emma. Et je n'ai jamais été aussi fier d'une enfant de 9 ans de ma vie. C'est mon père. Cet argent était pour moi. C'est lui qui décide de mon argent. Le visage de ma mère devint glacial. On a fini ici, dis-je en démarrant la voiture. Ce soir-là, j'ai organisé une réunion de famille. Pas une vraie. Juste tout le monde sur un appel Zoom. Mon père, ma mère, ma sœur, mon frère. J'organise cet appel pour fixer des limites, dis-je. Et je le fais devant vous tous pour qu'il n'y ait aucune confusion sur ce que je veux dire. C'est ridicule, commença ma mère. Laisse-moi finir, dis-je. J'ai essayé d'être raisonnable. J'ai essayé d'expliquer mes décisions. J'ai essayé d'avoir des conversations sur pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, mais rien de tout cela ne fonctionne parce que vous continuez tous à attendre que je change d'avis. Nous n'attendons pas que tu changes d'avis, dit mon père. Nous pensons juste. Vous vous êtes présenté à l'école de ma fille, dis-je en regardant ma mère droit dans les yeux. Vous avez essayé d'utiliser Emma comme médiatrice dans notre conflit. Vous lui avez dit que je vous avais blessé en protégeant son propre argent. Ça dépasse les bornes. Ma mère commença à protester. Je n'ai pas fini, continuai-je. Voici ce qui va se passer. Premièrement, vous allez arrêter d'en parler. La fête d'anniversaire a eu lieu. La décision a été prise. Nous avançons à partir de là. Deuxièmement, vous allez arrêter d'essayer de me convaincre que j'avais tort. Je n'avais pas tort. Je n'ai pas tort. Je n'aurai pas tort. Troisièmement, vous allez arrêter de traiter ma relation avec Emma comme quelque chose que vous pouvez utiliser comme levier. Jamais je ne ferai ça, commença ma mère. Vous venez littéralement de le faire, dis-je. Aujourd'hui, à son école. Alors, voici ma limite. Si vous impliquez à nouveau Emma dans ce conflit, je vais prendre une pause de votre présence dans nos vies. Pas pour toujours, mais assez longtemps pour que tout le monde se souvienne que ma fille n'est pas un outil de négociation. Tu ne peux pas me menacer avec ma petite fille, dit ma mère. Je ne vous menace pas, dis-je. Je vous informe des conséquences si vous continuez à franchir cette ligne. Ce n'est pas une menace, c'est une limite. Lisa, à ma grande surprise, prit la parole. Je pense que papa a raison, dit-elle. Maman, tu dois laisser tomber. Tu as fait un choix concernant l'argent d'Emma sans demander à papa. Il a protégé le compte. C'est fait.
Maintenant, tu dois l'accepter et passer à autre chose. Je ne prends pas de conseils parentaux de quelqu'un qui a déclaré faillite, lança ma mère. Tant mieux, dit Lisa. Parce que je n'en donne pas. J'observe juste que tu ne fais qu'empirer les choses en n'acceptant pas une décision qui est déjà prise. Mon frère resta silencieux. Mon père hocha lentement la tête. Je soutiens les limites, dit mon père. Et si tu continues à insister, je soutiendrai ton fils dans sa décision de prendre de la distance. Ma mère regarda autour de l'écran Zoom comme si elle ne pouvait pas croire qu'on se liguait contre elle. Très bien, dit-elle finalement. Très bien, j'arrêterai d'en parler. Mais je n'accepte pas que tu aies eu raison sur quoi que ce soit. Vous n'avez pas à l'accepter, dis-je. Vous devez juste arrêter d'essayer de le changer. Les 3 mois suivants furent calmes. Ma mère n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de SMS. Elle n'était tout simplement pas là. Emma a posé des questions sur elle à quelques reprises. Je lui ai dit que mamie prenait du temps pour réfléchir. Puis, vers le 4e mois, ma mère a appelé. Je veux voir Emma, dit-elle. D'accord, dis-je. Quand? Ce samedi. Juste nous deux. Je veux l'emmener déjeuner. Je vais devoir demander à Emma si elle veut y aller, dis-je. Pourquoi ne voudrait-elle pas, demanda ma mère. Parce que vous avez essayé de l'utiliser comme médiatrice dans notre conflit, dis-je. Alors, elle pourrait être mal à l'aise. Nous allons la laisser choisir. Quand j'ai demandé à Emma si elle voulait aller déjeuner avec sa grand-mère, elle a hésité. Est-ce que mamie est fâchée contre moi, demanda-t-elle. Non, dis-je. Mais mamie et moi avons eu un désaccord, et mamie a dit des choses qui n'étaient pas très gentilles. Je pense qu'elle veut en parler. Est-ce qu'elle veut s'excuser, demanda Emma. Je pense que oui, dis-je. Mais je n'en suis pas sûr. C'est pourquoi je veux que tu choisisses si tu veux y aller. Emma y réfléchit longuement. J'irai, dit-elle finalement. Mais je veux que tu saches que si elle essaie de me faire me sentir mal à propos de ce que tu as fait, je lui dirai qu'elle est bizarre. J'ai ri. Ça me semble juste. J'ai récupéré Emma du déjeuner 1h30 plus tard. Elle est montée dans la voiture et j'ai demandé, comment ça s'est passé? Bizarre, dit-elle. Mamie s'est excusée. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir essayé de prendre mon argent pour les études. Elle a dit qu'elle avait eu peur pour tante Lisa et qu'elle ne réfléchissait pas clairement. Qu'est-ce que tu as ressenti, ai-je demandé. Mieux, dit Emma. Elle m'a aussi donné un nouveau livre et elle a dit qu'elle voulait que je sache qu'elle m'aime même quand papa et elle ne sont pas d'accord sur certaines choses. Je sentis quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. C'était gentil de sa part, dis-je. Elle a aussi dit quelque chose de bizarre, continua Emma. Elle a dit que tu avais raison, que tu es un bon père de me protéger. Elle a dit ça, ai-je demandé, essayant de garder ma voix neutre. Elle a dit qu'elle n'aimait pas l'admettre, dit Emma, mais qu'elle avait réfléchi à ce que j'avais dit, sur le fait que l'argent était pour moi et que c'est toi qui décides de mon argent. Elle a dit que ça avait du sens. J'ai tendu la main et serré celle d'Emma. Je suis fier de toi, dis-je, de t'être défendu. Je l'ai appris de toi, dit simplement Emma. Ce soir-là, ma mère m'a appelé. Je te dois des excuses, dit-elle sans préambule. D'accord, dis-je, ne sachant pas où cela menait. J'avais tort, continua-t-elle. Pas sur le fait de vouloir aider Lisa. Je maintiens ça. Mais sur le fait d'essayer d'en faire ton problème, d'essayer de prendre à Emma, de l'impliquer dans notre conflit. J'avais tort sur tout ça. Merci de le dire, dis-je. J'avais aussi tort sur autre chose, dit-elle. J'ai été en colère contre toi parce que tu es indépendant, fort et que tu refuses de te laisser manipuler. Mais ce ne sont pas de mauvaises choses. Ce sont des choses dont je devrais être fier. Des choses pour lesquelles je t'ai élevé, que je m'en sois rendu compte ou non. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Je suis désolé, dit-elle à nouveau. Pas parce que j'essaie de réparer les choses rapidement, mais parce que je comprends vraiment maintenant ce que tu faisais. Tu étais le parent que tu devais être, et j'étais la mère qui ne savait pas comment respecter ça. J'accepte tes excuses, dis-je. J'aimerais faire mieux, dit-elle. À l'avenir, j'aimerais essayer. J'aimerais ça aussi, dis-je. Nous avons raccroché après ça. Pas avec tout de résolu, mais avec quelque chose comme de la compréhension.
Le 10e anniversaire d'Emma est arrivé, et cette fois, ma mère a appelé pour demander comment elle pouvait contribuer au lieu de simplement annoncer ce qu'elle prenait. « J'aimerais aider pour la fête, dit-elle, si ça te va. »« Ça me va, dis-je. »« Que as-tu en tête ?»« Ce que tu jugeras approprié, dit-elle. »« Je ne veux pas dépasser les bornes. » Cette phrase, « Je ne veux pas dépasser les bornes », était peut-être la plus grande preuve de croissance que j'ai jamais entendue de la part de ma mère. Elle a apporté un gâteau, pas le gâteau principal, mais un dessert qu'elle avait fait elle-même. Elle est arrivée 1 heure avant le début de la fête et a demandé si j'avais besoin d'aide. Elle est restée pendant la fête et a joué à des jeux avec les enfants au lieu d'essayer d'être le centre de l'attention. Quand il a été temps de partir, elle a serré Emma dans ses bras et lui a dit qu'elle la verrait la semaine prochaine pour leur déjeuner habituel. Il n'y a eu aucun drame, aucune manipulation, aucune annonce sur des décisions financières. Juste une grand-mère étant une grand-mère. Ma sœur Lisa était là aussi. Elle était sobre depuis 14 mois. Elle travaillait comme conseillère financière, aidant d'autres personnes à éviter les erreurs qu'elle avait commises. Elle a apporté à Emma une carte cadeau et une carte qui disait « À ma nièce intelligente », qui me rappelle que les conséquences nous enseignent des choses. Mon frère et moi avons vraiment parlé de travail, de nos enfants, de choses normales dont les frères parlent quand ils ne sont pas enfermés dans un drame familial. Mon père m'a pris à part à un moment donné. « Je suis fier de toi, dit-il. Pour avoir tenu bon sur tes limites, pour ne pas avoir laissé la culpabilité changer ton avis. Ça demande de la force. Je l'ai appris de toi, dis-je. » Il sourit. Je ne suis pas sûr de mériter ce crédit, mais je le prends. Le fonds d'études est toujours là, croissant tranquillement. Emma est au courant maintenant. Elle sait que son père l'a protégé quand quelqu'un a essayé de le prendre. Elle sait que parfois, aimer sa famille signifie leur dire non. C'est peut-être la chose la plus importante qu'elle ait apprise. Non pas que la famille a toujours raison, mais que se protéger soi-même et les gens que l'on aime n'est pas égoïste. C'est nécessaire. Ma mère et moi avons encore nos différends. Elle pense toujours que je devrais être plus indulgent. Je pense toujours qu'elle devrait être plus respectueuse des limites. Mais nous avons trouvé un terrain d'entente où nous avons tous les deux le droit d'avoir raison sur certaines choses et tort sur d'autres. C'est ça la famille, je pense. Pas une harmonie parfaite, pas une approbation inconditionnelle, mais des gens qui vous connaissent et qui restent malgré tout. Des gens qui peuvent admettre qu'ils ont tort. Des gens qui peuvent dire « je suis désolé » et le penser. Des gens qui peuvent apprendre. Ma mère a beaucoup appris au cours de l'année écoulée. Sur ce que signifie respecter la parentalité de quelqu'un. Sur ce que signifie avoir des limites et les accepter réellement. Sur ce que signifie être une grand-mère au lieu d'essayer d'être le personnage principal dans la vie de son enfant adulte. Et j'ai appris que le pardon ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir d'avancer même si quelque chose a fait mal. Le fonds d'études d'Emma se trouve sur un compte auquel seul moi ai accès. Il sera là, l'attendant quand elle aura 18 ans. Et il existera parce qu'un jour, pour son 9e anniversaire, j'ai dit non à quelqu'un que j'aime. Ce nom a protégé plus que de l'argent. Il a protégé le droit d'Emma de savoir que son père choisira sa sécurité plutôt que l'harmonie familiale. Il l'a protégé d'apprendre que la manipulation est acceptable si elle vient de quelqu'un en qui vous êtes censé avoir confiance. Plus important encore, il l'a protégé d'un avenir où elle apprendrait que ses propres besoins passent après les problèmes des autres. La semaine dernière, ma mère m'a envoyé une photo par SMS. Elle venait de l'école d'Emma, d'un événement père-fille auquel j'avais assisté. Ma mère avait apparemment obtenu la photo d'un autre parent. Sur la photo, Emma me tient la main. Elle me regarde comme si j'avais décroché la lune pour elle. Je la regarde comme si elle était la chose la plus importante au monde. Le SMS de ma mère disait, « C'est ce que je vois maintenant. C'est ça que je protégeais quand j'essayais de te donner son argent. Pas l'argent. Ça, toi étant son père. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps à comprendre que tu faisais déjà exactement ça. » Je n'ai pas répondu avec des mots. Je lui ai juste renvoyé un emoji cœur. Parce que parfois, c'est suffisant. Parfois, un cœur est tout ce dont on a besoin pour dire « je te pardonne, je te comprends, et nous allons nous en sortir, tout à la fois ». Le fonds d'études continue de croître. Emma est toujours protégée. Ma mère continue d'apprendre. Ma famille est toujours compliquée. Mais nous allons mieux maintenant. Pas parfait, mais mieux. Et j'ai appris que mieux,
C'est parfois tout ce qu'on peut demander.